Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. L'armée israélienne poursuit son opération terrestre à Gaza, annoncé hier les dernières heures des raids meurtriers dans l'enclave. La défense civile gazaoui annonce la mort de 22 personnes pour la seule matinée d'aujourd'hui et Israël, de son côté, évoque pour la première fois depuis 2 mois l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave. Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate agressif qui a métastasé sur les os, annonce de son équipe ces dernières heures. Donald Trump fait part de sa tristesse après cette annonce. Et puis c'est le candidat pro-européen Dan Nicouchor qui remporte la présidentielle en Roumanie. Spectaculaire renversement de situation dans un scrutin où l'extrême droite était donnée ultra favorite. La participation en hausse a visiblement changé la donne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, salue le choix des Roumains, je cite, en faveur d'une Europe forte. On votait aussi en Pologne et au Portugal ce dimanche. Un dimanche d'élection dans l'ombre de Donald Trump. Comment analyser les résultats de ces scrutins aux enjeux locaux, bien sûr, mais animés tout à la fois par des candidats grandement inspirés du discours du président américain, tant sur le fond que sur la forme. Roumanie, Pologne, Portugal. La vague trumpiste semble connaître un petit reflux, mais comme toutes les vagues, elle pourrait revenir. Et si elle revient, sera-t-elle plus forte encore? Question posée à nos invités ce matin, Catherine Durandin, Joséphine Staron et Caroline de Camaret. Bonjour mesdames, merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Catherine Durandin. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes historienne, spécialiste de la Roumanie, professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Joséphine Staron, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia, docteur en philosophie politique. Caroline de Camaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, chef du service Europe de France 24. En Roumanie, donc, la bataille des chiffres a duré une partie de la nuit. Mais finalement, George Simion a donc fini par reconnaître sa défaite face à Dan Nicouchor. Spectaculaire renversement de situation après un scrutin que l'on disait acquis à l'extrême droite. On écoute les deux hommes. Je tiens à féliciter mon adversaire, Nicouchor Dan, pour sa victoire aux élections. Nous avons lutté seuls contre tout un système, seuls contre tous. J'exhorte chacun d'entre vous à ne pas abandonner, à aller jusqu'au bout, même si le goût amer de la défaite est difficile à accepter. Les élections ne concernent pas les politiciens. Les élections concernent les communautés. Et les élections d'aujourd'hui ont vu la victoire d'une communauté de Roumains qui souhaite un changement profond en Roumanie. Une communauté qui veut que les institutions de l'État fonctionnent. Une communauté qui veut réduire la corruption. Une communauté qui veut un environnement économique prospère pour les Roumains. Une communauté qui veut une société du dialogue et non une société de haine. Voilà pour la parole du vainqueur de la nuit, Maria Gert Niculescu. On vous retrouve à Bucarest. Vous êtes notre correspondante en Roumanie. C'est la forte mobilisation de dimanche, plus de 10% de participation supplémentaire par rapport au premier tour qui a fait la différence. Oui, tout à fait. C'était un taux de participation historique, 64% pour ce second tour contre 53% lors du premier tour il y a 2 semaines. Une mobilisation qui s'explique en partie par le sursaut d'un électorat pro-européen, libéral, aligné sur les valeurs de Bruxelles et qui a voulu voter contre les idées ultra-conservatrices, ultra-nationalistes de George Simion. On a aussi vu une mobilisation de la part des électeurs de George Simion qui, eux, voulaient un changement radical, qui sont extrêmement frustrés par la classe politique actuelle et qui estiment
que Nicușor Orban ne représente pas cette rupture radicale, mais au final, cette mobilisation a bien bénéficié à Nicușor Orban. Ses sympathisants ont célébré la victoire jusque tard dans la nuit ici à Bucarest. Ils se sont dit soulagés, ils se sont dit heureux, mais ils soulèvent aussi le fait que Nicușor Orban a une lourde responsabilité pour remplir ses promesses, toutes les promesses qu'il a faites pour les Roumains. Et la Roumanie reste très divisée, très polarisée. Ce lundi, Maria, avec un fossé colossal entre des grandes villes tournées vers l'Europe et des plus petites villes ou des campagnes qui sont plus conservatrices et qui sont souvent en souffrance. Oui, tout à fait. Ce sera une des tâches de Nicușor Orban, justement, de tenter de réduire ce fossé entre une Roumanie extrêmement traditionnelle. Il faut le dire, en Roumanie, les valeurs chrétiennes sont encore extrêmement présentes. George Simion a fait campagne sur des thématiques comme la famille traditionnelle, par exemple. Dans les zones rurales, on a aussi une population bien plus pauvre que dans les villes. Il y a aussi énormément de Roumains qui ont quitté les zones rurales pour aller en Europe de l'Ouest, pour essayer de trouver du travail à la recherche d'une vie meilleure, et ces zones-là sont forcément plus perméables aux idées souverainistes, aux idées ultra-nationalistes et critiques de Bruxelles, de l'Union européenne, alors que dans les zones urbaines, eh bien, on a une population plus diplômée, il y a un niveau de développement bien plus élevé, et Nicușor Orban a dit qu'il respectait les électeurs de George Simion et qu'il allait essayer de leur montrer que désormais l'État roumain travaillera aussi pour eux. On verra s'il sera capable de les convaincre de ces déclarations. Maria Gert Niculescu depuis Bucarest pour Parlons-en. Merci beaucoup Catherine Durandin. Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste de la Roumanie. Comment est-ce que Nicușor Orban a pu gagner 30% de vote entre le premier et le second tour? Je crois que la première chose à dire, c'est que Simion a été parfaitement mauvais. C'est pas Călin Georgescu qui, lui, a une certaine prestance. Simion a fait des déclarations tonitruantes, est allé et venu, s'est contredit. On l'avait beaucoup entendu durant les dernières campagnes électorales cet hiver pour les élections de novembre, pour les élections antérieures, les élections européennes. Il a eu des déclarations extraordinairement radicales du type « Poutine, c'est l'homme de la paix », ce que confirmait Călin Georgescu en novembre. Donc il y a eu cette campagne tonitruante. Je prends un exemple, c'est son intervention qui m'a surprise tout de même, vu son niveau de candidature à la présidence de la Roumanie, sur CNews le 15 mai, où il a prétendu, tenez-vous bien, que la France c'était comme l'Iran, que c'était le règne des ayatollahs et que les Français ne pouvaient pas s'exprimer, que vraiment les tendances dictatoriales du président Macron le dérangeaient. Alors cet aspect radical et brutal l'a desservi. Autre chose, c'est que devant les premiers sondages qui indiquaient la tendance vers la victoire de Dan Nicușor, le 13 mai, il y a eu 2 sondages qui étaient inquiétants parce que si c'était positif pour Dan Nicușor qui atteignait 48,2%, c'était positif aussi pour Simion qui faisait à peu près le même score. Et c'était assez inquiétant. Et au lieu de se battre sur le terrain et d'essayer d'avoir des propos plus respectueux, plus respectables, Simion s'est précipité en Europe. Il est allé soutenir le souverainiste à Varsovie, il est allé à Bruxelles, il est allé en Italie et il est venu en France, donc se lancer contre le président Macron. Il faut dire qu'il est soutenu du côté russe, puisqu'aujourd'hui, Madame Zaharova a déclaré « Ne me dites pas que ce sont des élections ». Autrement dit, grosse manipulation et manipulation macronienne. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, la présence de la France dans cette campagne électorale et l'instrumentalisation de la France comme pays européen, effectivement repoussoir par George Simion. En effet, elle a été particulièrement visée comme soutien du candidat pro-européen, cette France, et
Georges Simion a accusé le chef de l'État français et l'ambassadeur de France en Roumanie, plus précisément de s'être immiscé dans le processus électoral en prenant parti pour ce maire. Et même, il y a eu jusqu'au bout une rumeur qui a été relayée par TikTok, selon laquelle les soldats français qui étaient stationnés dans la base otanesque de la Roumanie avaient revêtu des uniformes de la gendarmerie roumaine pour s'apprêter à déclencher une guerre en cas de victoire de Georges Simion. Alors, ce qui est vrai, c'est que finalement, c'est une chance que la victoire ait été aussi tranchée, parce qu'on se demande, avec le fait que Georges Simion, dans un premier temps, a réclamé pour lui la victoire, et puis que dans un deuxième temps, il a concédé qu'il avait perdu, si les choses n'avaient pas été aussi tranchées et aussi claires, avec autant de points d'écart, hein, parce que quand même 54-46, il y a peu de place pour le doute, eh bien on pense que vraiment ça serait passé de façon douloureuse quand même pour la société civile roumaine. Joséphine Staron, c'est un candidat d'extrême droite qui a été mauvais, pour reprendre ce que disait Catherine Durand-Drin, ou c'est un discours pro-européen qui a fait mouche? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, le candidat n'a pas forcément été à la hauteur, et puis a surtout assumé des positions peut-être trop radicales, même pour une partie de la population roumaine. Il a surtout quand même, on va dire, importé des idées et puis des combats politiques qui ne sont pas ceux de la Roumanie. Il s'est voulu un peu le Trump, le Donald Trump de l'Europe, avec tous ses voyages, tous ses déplacements, alors même qu'il était en pleine campagne dans son propre pays. Ça a pu éventuellement, en tout cas, démobiliser une partie de son électorat initial. Et puis, ce qui est certain, c'est que quand on regarde les chiffres de la participation qui sont historiques, on voit qu'il y a eu un élan pour aller voter pour le candidat pro-européen face aux risques, aux dangers, en tout cas, du candidat de la droite radicale, ouvertement conservateur, ouvertement anti-Union européenne, alors que pour quand même une majorité de Roumains ces dernières années, l'adhésion à l'Union européenne, l'ouverture ont quand même permis un certain nombre d'avancées, notamment sur le plan politique et sur le plan social. Les Roumains, Catherine Durand-Drin, n'étaient pas prêts, n'ont pas envie de renoncer à leur ancrage européen? C'est très ambivalent. Plus de 70% de la population est pro-européenne et considère que l'intégration dans l'Europe en 2007 a été bénéfique. Mais en même temps, il y a une certaine déception, des illusions, et qui n'est pas spécifique à la Roumanie, avec l'idée que la prospérité attendue n'est pas advenue. Ce qui est une réalité, pardon. Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité. Ce que je voulais dire aussi, peut-être, c'est que les rumeurs les plus extraordinaires ont circulé. Vous évoquez les pseudo-gendarmes qui seraient des militaires français déguisés. Il y a aussi des attaques contre le camp otanien français à Cinku, en Transylvanie, disant que là, la France avait des troupes coloniales. Et Simion a déclaré: la France a des colonies effectives, la Nouvelle-Calédonie, des colonies officieuses, la Roumanie. Non, la Roumanie n'est pas une colonie de la France. Donc on ne mesure pas à quel point, je crois que cette excentricité tout de même, par rapport à un public roumain qui est éclairé, qui est éduqué, a été un peu en décalage avec les fondamentaux de la population. Pour autant, d'un mot, avant, je vous donne la parole, Caroline, mais sur cette histoire de TikTok, on sait l'influence qu'elle a eue dans la première élection qui a été annulée. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en Roumanie qui rendrait effectivement la société, en tout cas vu d'ici, c'est comme ça qu'on l'a présenté, plus perméable aux thèses les plus farfelues qui peuvent circuler sur ce réseau social-là en particulier? Bon, écoutez, je ne veux pas revenir aux mémoires anciennes de la Révolution de 89 et du Charnier de mais si on est là pour donc il y a, disons, peut-être une tradition qu'on retrouve dans le cinéma roumain. Mais plus sérieusement, les gens, cette fois-ci, ont été extrêmement attentifs, extrêmement méfiants. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles des urnes circuleraient volantes. Bon, ça n'a pas été confirmé. Il y a eu un énorme travail d'information fait par le gouvernement après la stupeur de l'arrivée de Călin Georgescu, que personne ne connaissait, du moins médiatiquement. Y compris certains des gens qui ont voté pour lui. Absolument. Donc avec ces 23% sortis de rien, sans campagne électorale et sans débat. La manie de ne pas faire de débat, c'est quand même quelque chose qui est commun à ces candidats d'extrême droite, comme s'ils voulaient signaler fortement qu'ils ne se mêlent pas des mesquineries politiciennes. Donc Simion a accepté un débat le 7 mai, je crois, mais ensuite s'est retiré. Călin Georgescu, et c'est ce qui a manqué à Simion,
l'a profondément soutenu, l'a adoubé. On parle en Roumanie du petit papa, Călin Georgescu, de Simion. Simion a quand même 38 ans, mais enfin, c'est vrai qu'on peut avoir un petit papa à 38 ans, c'est mignon. Călin Georgescu a fait beaucoup et peu. C'est-à-dire qu'il a donné 2 grands discours le 13 mai, sans citer Simion une seule fois. Et donc on se demandait, mais que veut Simion de Călin Georgescu? C'est clair son soutien, mais que veut Călin Georgescu? Peut-être ne pas être complètement collé à Simion, bien qu'ils soient venus voter tous les deux ensemble à Mogoșoaia. Il y avait cette espèce d'hydre de tête un peu bancale, Caroline. Oui, alors quand même, je trouve que ça referme cette élection, la parenthèse très dure de ce qui s'est passé en décembre, à savoir une annulation d'une élection présidentielle pour cause d'ingérence, soyons clairs, du réseau TikTok. La particularité en Roumanie, c'est que 70% des Roumains sont sur ce réseau TikTok chinois et qui avait évidemment une connotation pro-russe très forte qui a propulsé en effet cet inconnu Călin Georgescu au devant de la scène, qui était d'ailleurs 6e en tendance sur tout TikTok mondial, etc. Enfin, vraiment une campagne énorme, monstre. Annulation de cette élection par la Cour, le tribunal constitutionnel, la droite, l'extrême droite européenne, l'extrême droite roumaine qui crie au loup et qui dit que c'est de la faute de l'Union européenne, alors que vraiment c'est une décision nationale, mais c'est une première quand même dans l'histoire et de la Roumanie et de l'Union européenne, l'annulation d'une élection pour cause d'ingérence étrangère. Et là, on referme un peu la page et surtout, pour les Européens, eh bien, ça évite un écueil qui leur faisait très peur. C'est le président roumain qui siège au Conseil européen. Il a plus de pouvoir que ce qu'on le dit sur le papier, puisque finalement, il a beaucoup de pouvoir en politique étrangère et surtout au moment où on vote les aides à l'Ukraine, la façon dont on va soutenir ce pays, ce qu'on fait par rapport aussi aux États-Unis dans une guerre commerciale. Et là, effectivement, s'il y avait eu au second tour plutôt Georges Simion, on pensait qu'il y aurait eu un deuxième blocage sur l'aide à l'Ukraine, parce que le premier, c'est toujours la Hongrie de Viktor Orban, qu'il y aurait peut-être aussi des problématiques avec la guerre commerciale et comment gérer notre rapport à Donald Trump, puisque Georges Simion était un grand admirateur de Donald Trump. Bref, c'est un ouf de soulagement ce matin par rapport à la Roumanie. Ouais, Joséphine Staron, ouf de soulagement à Bruxelles, ouf de soulagement aussi en Ukraine voisine. Zelensky s'est félicité très vite de ce succès historique, rappelant, je cite, l'importance d'avoir la Roumanie comme partenaire fiable. On se souvient que Simion, sur la question territoriale, revendiquait une partie de l'Ukraine et de la Moldavie comme faisant partie comme faisant partie de la grande Roumanie. Simion d'ailleurs qui interdit de territoire ukrainien, je crois. Oui, la Roumanie, c'est un peu la base avancée de la protection des frontières européennes. Donc si la Roumanie effectivement avait élu un président ouvertement pro-russe, ouvertement pro-Donald Trump, ce qui a pas mal d'implications, mais ce qui veut aussi dire une forme de désengagement vis-à-vis des engagements qui ont été pris par l'OTAN, notamment sur le territoire roumain ces derniers mois, ces dernières années, qui est très important, notamment pour le soutien à l'Ukraine, mais avant tout pour protéger les frontières d'une possible invasion russe d'ici quelques mois, quelques années. Enfin, ça, c'est des différents scénarios. Donc, il y aurait eu quand même un certain nombre de conséquences. Après, oui, c'est un ouf de soulagement dans les capitales européennes, c'est un ouf de soulagement à Bruxelles, mais je pense qu'il faut être très prudent. Il y a un écart, effectivement, qui fait que l'élection est solide. Néanmoins, si les gens sont allés massivement voter pour le candidat pro-européen, on peut aussi estimer que c'est pour faire barrage et que ce n'est pas 100% un vote d'adhésion, mais aussi un vote pour dire on ne veut pas tomber dans cet extrême-là, mais il y a quand même des choses à prouver, et surtout les pro-européens en Roumanie comme ailleurs, s'ils veulent se maintenir au pouvoir, vont devoir donner des gages d'un engagement supplémentaire, c'est-à-dire le statu quo ne va plus pouvoir tenir. Les citoyens européens de tous bords demandent aujourd'hui des preuves de l'efficacité de l'action européenne, et ces preuves, elles existent, mais maintenant il faut les montrer, il faut communiquer, et il faut surtout que ce soit beaucoup plus tangible pour la population. Et s'attaquer, Catherine Durandin, à la racine du mal, si l'extrême droite a tant performé, même si in fine elle a perdu cette présidentielle, c'est bien parce qu'il y a des raisons intrinsèques à la société roumaine, et pas que roumaine d'ailleurs. La question de la corruption qu'évoquait tout à l'heure Maria Gert-Nicolescu est fondamentale. D'ailleurs, Nicușor Dan a promis de nettoyer le pays comme il l'a fait dans sa mairie. Il est très attendu là-dessus.
Oui, il est très attendu là-dessus. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a des raisons internes et non pas seulement des manipulations venues d'ailleurs. Je voudrais insister quand même sur quelque chose qui a joué profondément contre Simeone dernièrement. C'est l'impossibilité ou la non-volonté de la part de Poutine d'engager visiblement et effectivement des négociations de paix. Et c'est l'incapacité de Trump à visiblement faire quelque chose, si ce n'est qu'il lui téléphone ce matin. Et je crois que cette présence de la guerre, les Roumains sont profondément inquiets, profondément pacifistes. Ils sont un pilier européen de l'OTAN à l'est de l'Europe. Cette présence de la guerre a joué dans l'élection. Rendez-vous compte qu'à Tulcea, qui est une petite ville de l'embouchure danube, ils ont voté à 70% pour Simeone, parce que Simeone disait il faut signer la paix, il faut la paix, la paix. Simplement, ailleurs dans le pays, les gens ont compris que la paix, elle n'était pas pour demain, avec Poutine en tout cas. Je voudrais rajouter quelque chose sur la mobilisation qui est extrêmement intéressante d'un point de vue rationnel et d'un point de vue économique. C'est que les milieux d'affaires ont pris position dans les derniers jours, après le 13 mai. Il y a une lettre de 8 grandes organisations patronales, dont la Confédération syndicale patronale Concordia, dont la Chambre de commerce des États-Unis, pour dire attention, attention, l'économie a besoin de prévisibilité. Simeone disait n'importe quoi. Il a annoncé durant sa campagne, puis il a reculé ensuite, qu'il allait offrir à tous les Roumains qui en auraient besoin des petites maisons de 35 000 euros. Le lendemain, évidemment, on l'a attendu. Il a répondu « Ah ben non, j'ai dit ça, mais c'est du marketing ». Donc, d'un point de vue économique, on ne sait pas très bien ce qu'il proposait. D'un point de vue écologique, il avait balancé ça d'un revers de main en disant « Oh là là, quand j'étais petit, les étés étaient torrides. Et alors, l'été, il fait chaud. Et on gomme, on évacue le... » Pour finir, je crois aussi qu'il y a eu un investissement Trump et extrême droite européenne extrêmement important. Le soutien au moment de l'annulation des élections de J.D. Vance, le soutien de Musk. Du côté français, au moment de l'interdiction de la candidature en mars de Caline Georgescu, l'indignation de Bardella, l'indignation de Dupont-Aignan, l'indignation de Zemmour. Et lors de son passage à Paris, Simeone a recontacté Marion Maréchal qui le soutient. Hier sur LCI, Marion Maréchal était interviewée longuement, au-delà de la Roumanie bien entendu. Elle a redit son soutien à Simeone. Mais je crois que les milieux d'affaires ont bougé. Et du côté anti-Trump américain, il y a eu un geste extrêmement intéressant. C'est que 7 anciens ambassadeurs des États-Unis en Roumanie, des ambassadeurs républicains et des ambassadeurs démocrates, le dernier ayant été nommé entre 1919 et 1921, ces ex-ambassadeurs, par Trump, ont fait une lettre ouverte explicite disant « il faut voter Dan Nikushor contre l'extrémisme ». Et l'un de ces ambassadeurs, qui est l'ambassadeur de Trump pour la période 19-21, a écrit une lettre pathétique, il est d'origine juive roumaine, pour dire « votez Nikushor », voter contre l'extrémisme. Donc c'est très intéressant cette mobilisation américaine d'un côté Trump et d'un côté républicains et démocrates, républicains non trumpistes. Il n'y a pas que la Roumanie qui votait hier dimanche, on l'a évoqué dans le journal de 9h bien sûr, il y avait la Pologne, on se dirige vers un second tour très disputé le 1er juin. Caroline, percée historique, bien que contenu, mais historique aussi au Portugal, avec une extrême droite qui talonne de peu le parti socialiste portugais, avec la droite qui sort gagnante, mais sans majorité. Ça va être compliqué pour le pouvoir de droite au Portugal. Qu'est-ce que ça dit, ça, Caroline, de l'effet séduction du Trumpisme en Europe? On a intitulé cette émission « Le reflux de la vague ». La vague semble avoir reculé, mais est-ce qu'elle ne va pas revenir plus forte encore? Alors, c'est vrai qu'il y a progression des extrêmes droites, indépendamment du résultat qui est toujours plutôt majoritaire des élections. Il y a progression des extrêmes droites en Europe. Progression lorsqu'on parle de pourcentage. Et quand vous parlez d'un soutien, c'est non seulement le modèle Trump, c'est-à-dire l'idéologie MAGA qui essaime en Europe et qui fait référence, puisque tous ces leaders finalement de la droite la plus extrême s'en réfèrent au modèle de Trump, mais c'est aussi
il faut le dire, à travers les réseaux sociaux, les réseaux trumpistes, la volonté claire de faire pousser, de produire cette poussée de l'extrême droite en Europe, et ce soutien est bien réel. C'est-à-dire que en fait, Donald Trump la matrice et le moteur, a rencontré les leaders de l'extrême droite européenne chez lui, les a invités au moment de son inauguration. Tous les groupes, d'ailleurs au Parlement européen de cette droite la plus extrême, étaient présents et les autres pas. Soyons clairs. Et donc, c'est non seulement, on peut dire, le modèle, le rôle modèle de Donald Trump, mais c'est aussi un soutien. Alors, pour l'instant, financier, c'est pas démontrable, mais en tout cas, via les réseaux sociaux, via Elon Musk, etc., c'est la fameuse internationale de l'extrême droite que dénonçait régulièrement, d'ailleurs, Emmanuel Macron et maintenant d'autres. Alors, en Pologne, si on regarde quand même ce qui se passe, c'est beaucoup plus inquiétant. Le tableau est beaucoup plus inquiétant pour le second tour qui va se jouer au 1er juin, parce que Rafał Trzaskowski, qui est donc le maire de Varsovie, est arrivé en tête, mais avec à peine un point d'avance sur son rival Karol Nawrocki, qui est lui le grand admirateur de Trump. Qui est allé à Washington d'ailleurs. Hein. Donc c'est très compliqué ce second tour. Le report de voix est incertain. Et pourquoi c'est tellement intéressant? C'est tellement intéressant parce qu'il y a 1 an et demi, c'est un certain Donald Tusk qui est revenu au pouvoir après 8 ans de ce parti droit et justice qui a été liberticide, épinglé par l'Union européenne pour ses réformes sur la magistrature, pour ses réformes anti-état de droit, sur régression vis-à-vis de l'avortement aussi, qui est devenu totalement interdit dans tous les cas, etc. Et Donald Tusk a dit « je vais y mettre bon ordre ». Et il n'a pas réussi à le faire parce qu'il y avait ce président donc du Parti droit et justice, Duda, qui lui a mis des bâtons dans les roues. Et là, demain, au 1er juin, si à nouveau arrive un homme du PiS, donc du Parti droit et justice président, il continuera à mettre les bâtons dans les roues et à empêcher toute restauration de l'état de droit. C'est ça qui se joue en Europe et les Européens y sont très attentifs. Et pour revenir à l'Ukraine, Joséphine Staron, c'est évidemment pas un hasard si le nouveau chancelier Scholz, dans son premier déplacement après son élection, est allé non seulement à Paris, mais aussi à Varsovie. C'est parce que la Pologne, dans cette... Scholz, qu'est-ce que je raconte? Le nouveau chancelier Merz, dans cet axe Berlin-Paris-Varsovie, la Pologne est fondamentale sur la défense de la démocratie libérale, mais aussi la défense de la cause ukrainienne. Oui, alors c'est ce qu'on appelait le triangle de Weimar, qui, depuis le retour de Donald Tusk au pouvoir, a repris des couleurs, parce que effectivement, on a une forme de concordance des volontés entre la France, l'Allemagne de Merz, la Pologne de Tusk et le Royaume-Uni également, il ne faut pas l'oublier, de Keir Starmer. Il y aura une réunion aujourd'hui. Exactement, c'est un peu l'embryon de cette coalition des volontaires dont on parle aujourd'hui. Mais ça, c'est extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'effectivement, si demain le pilier polonais s'effondre ou bascule, vous perdez quand même un soutien fondamental à l'Europe de la défense, à une souveraineté européenne dans les règles, etc. Donc, il y a quand même un enjeu, je suis d'accord avec vous, extrêmement important pour Donald Tusk. Mais juste sur les extrêmes droites européennes, j'aimerais revenir dessus parce qu'il y a une progression qui ne date pas de Donald Trump. Ces 15 dernières années, partout en Europe, l'extrême droite monte pour des raisons qu'on connaît tous et qui sont aussi liées à la manière dont on présente l'Union européenne et dont l'Union européenne se défend elle-même, et avec beaucoup de manipulation. Mais je pense que les extrêmes droites, ces derniers mois, avec le retour de Donald Trump, ont fait l'erreur stratégique de s'engouffrer un peu trop dans cette brèche ouverte par le président américain, parce que si les extrêmes droites veulent continuer leur progression, elles doivent aussi s'appuyer sur des personnes un peu plus modérées. Elles ne peuvent pas uniquement continuer à progresser sur le socle radical qui est le leur. Et c'est ce qui a montré d'ailleurs une progression assez phénoménale dans tous les pays, avec finalement une forme de consensus des plus modérés vers certains partis d'extrême droite ou de droite radicale. Or, ces modérés dont les extrêmes droites ont besoin, ils ne soutiennent pas Donald Trump, ils ne soutiennent pas Vladimir Poutine. Et donc, finalement, on peut se dire que peut-être que Donald Trump et Vladimir Poutine tant que les extrêmes droites jouent ce jeu-là, finalement, peuvent être aussi des boucliers contre une
progression trop rapide. On l'a vu en Allemagne aussi, on disait l'AfD encore beaucoup plus haute qu'elle ne l'a été, et on craignait pour l'élection de Friedrich Merz. Là encore, peut-être que les ingérences d'Elon Musk qui ont été inédites ont été contre-productives pour l'avancée ou une progression supplémentaire encore de l'AfD. Donc je pense qu'on est encore dans un entre-deux où les extrêmes droites se cherchent. Donald Trump n'est pas finalement le si bon exemple que ça qu'elles auraient aimé mettre en avant. Et en tout cas, pour une majorité de l'opinion publique européenne, le président américain actuel n'est absolument pas un exemple à suivre, bien au contraire. Catherine Durantin, il y a effectivement, Caroline disait tout à l'heure, une internationale de l'extrême droite européenne. Si on regarde dans le détail, il y a des extrêmes droites. Si on compare l'Italie à la Hongrie, en passant par la Roumanie, l'AfD, il y a quand même tout un panel, y compris de positionnement vis-à-vis de Donald Trump. Elle n'est pas univoque, cette extrême droite. Non seulement l'extrême droite n'est effectivement pas univoque. En Roumanie, elle est dans l'orthodoxie conservatrice très fortement. Et l'archevêque de Constanța, Tomiș Teodosiu, a appelé, par exemple, alors que le synode ne demandait pas un tel geste, à voter pour Calin Georgescu, puis pour Simeone. Je voudrais revenir sur ce que disait très justement Joséphine Saron, c'est que la montée de l'extrême droite n'est pas née avec le Trumpiste, et la Roumanie n'a pas basculé à partir de janvier dernier ou novembre dernier vers l'extrême droite. Il y a un phénomène qu'on oublie souvent de citer parce qu'on n'aime pas s'en souvenir, c'est que la période Covid a été extrêmement importante. C'est-à-dire que, par exemple, Calin Georgescu a fait ses premiers sites médiatiques un petit peu pendant la période du Covid pour lutter au nom de la liberté contre les contraintes, contre la contrainte de la vaccination sur des sites anti-vaccination. Il y a eu une peur des sociétés, un refus de la science qui ne pouvait pas tout résoudre, un refus des contraintes étatiques, une rébellion contre ces vaccinations. Et les Roumains sont morts très nombreux durant le Covid. Et ce que ça a dévoilé aussi, c'est un état sanitaire catastrophique, complètement catastrophique, dont les gens ne prennent pas la mesure quotidiennement parce qu'on ne fréquente pas que des malades. Mais en période de pandémie, la réalité sanitaire a sauté aux yeux. Ce qui me permet de revenir sur ce qui a été dit par votre correspondante à Bucarest, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est pas les grandes villes seraient pro-européennes et les campagnes seraient des gens beaucoup plus pauvres et radicalement pro-Simeone. Les campagnes de l'ouest de la Roumanie, les campagnes hongroises ont voté à près de 80% pour Dan Nicusor, idéologiquement, et ils ne sont pas riches. Et par contre, je disais tout à l'heure, la région danubienne a voté pour Simeone, parce qu'ils ont peur de la guerre à leur côté. Ils pensaient, Simeone, avec Poutine, ils vont faire la paix, ils vont se débrouiller. Donc c'est beaucoup plus complexe. Alors par contre, là aussi tout à fait juste, c'est que les milieux éduqués votent beaucoup plus pro-européens, et qu'il est vrai que l'électorat de Simeone est un électorat moins éduqué dans l'ensemble. Et ça, ce n'est pas propre qu'à la Roumanie, Caroline Cameron. Oui, on pourrait dire d'ailleurs, ce qui moi me frappe dans ces deux élections parallèles, roumaines et polonaises, c'est que les jeunes ont voté pour l'extrême droite. Alors il y a en effet l'impact Covid, être en effet coupé du monde, chez soi, etc. Avec, il faut le dire, des campagnes de fake news massives sur ces deux pays concernant l'épidémie, ce que faisait l'Union européenne, etc., qui a beaucoup affecté cette jeunesse qui vote, et c'est très paradoxal, alors que je parlais de questions comme l'avortement sociétal, très importante évidemment pour la jeunesse, qui peut voter pour l'extrême droite. Donc cette jeunesse, et quand même ces pays de l'Est, il faut rappeler quelque chose, ex de l'Est, République soviétique, etc., ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très pro-atlantistes. Quand on disait il ne faut pas exagérer effectivement l'impact de Donald Trump, il faut quand même un peu exagérer. Moi, je mettrais un petit bémol. La fascination pour les États-Unis, leur tendance à regarder plus facilement de l'autre côté de l'Atlantique que ce qui se passe en France, en Allemagne, etc. Ils sont clairement fascinés par les États-Unis. Et dans cette fascination, il y a peut-être aussi un petit peu de lâcheté, de l'idée de se dire que si on a des bons rapports avec Donald Trump, parce que notre candidat a des bons rapports avec Donald Trump, il nous imposera moins de droits de douane sur des produits qui nous intéressent,
etc., etc. Donc il faut dire en Europe aussi une forme de lâcheté ou peut-être de désunion qui s'organise. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur le fait que Giorgia Meloni est allée toute seule voir Donald Trump, que certains leaders souhaitent aller de leur côté voir Donald Trump, alors que, par exemple, on négocie en bloc, et c'est la Commission européenne, elle seule, qui négocie des tarifs douaniers, et que ça, c'est évidemment... des hyper-souverainistes vont dire « Ah ben, c'est contraire à notre souveraineté, on n'en veut plus de ça, et peut-être qu'on arriverait à un meilleur deal tout seul », ce qui est évidemment, sur le papier, pas du tout le cas, puisqu'évidemment, à un bloc de 27, on aboutit à un meilleur résultat en négociation commerciale. Voilà. Donc, tout ça, il faut en tenir compte et se dire que ce sont des pays qui ont tendance à être hyper atlantistes, qui ont pris le choc de l'OTAN et du désengagement potentiel des Américains dans l'OTAN en pleine figure, qui du coup s'inquiètent beaucoup, sont sur la ligne de front avec l'Ukraine et sont effectivement dans une inquiétude qui est beaucoup plus importante que la nôtre à l'ouest de l'Europe, bien sûr. Pour autant, si on regarde la cartographie européenne aujourd'hui, Joséphine Staron, l'extrême droite est à la tête de plusieurs pays européens, Italie, Hongrie, on l'a rappelé, Belgique, elle participe à des coalitions gouvernementales aux Pays-Bas, en Finlande, en Slovaquie, je parle sous votre contrôle Caroline, soutien sans participation au gouvernement en Suède, progression dans les élections, après élection, on peut parler évidemment de la France. On entend ce matin la patronne de la Commission parler de soulagement. Je pense à ceux qui nous regardent et qui se disent mais ces gouvernements, certaines coalitions où l'extrême droite se trouve, ils ont été élus démocratiquement. Pourquoi est-ce que les autorités européennes aujourd'hui affichent clairement leur soulagement vis-à-vis de gouvernements démocratiquement élus, vis-à-vis d'expression du vote démocratique? Il y a quelque chose de contradictoire. Il y a surtout, je pense, un problème de positionnement. Effectivement, l'Union européenne ne voit pas d'un très bon œil la montée de pays de partis d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que ceux-ci sont majoritairement et ouvertement eurosceptiques, voire europhobes, ce qui veut dire remettre en cause la légitimité et le bien fondé même de l'existence de l'Union européenne. Donc là-dessus, mais il reflète le choix de millions d'Européens. Il reflète bel et bien, dans le cadre démocratique, le choix et surtout la contestation d'un certain nombre de citoyens européens. Et ça, ce que beaucoup, finalement, regrettent et critiquent vis-à-vis de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne et ses dirigeants, je pense aux chefs d'État européens, n'ont jamais véritablement pris le temps ou pris la mesure de cette contestation et se sont toujours dit finalement, l'Union européenne produit beaucoup de bienfaits, ce qui est vrai, et les gens le verront. Ils le verront par eux-mêmes et nous n'aurons absolument pas besoin de communiquer, de montrer les avantages, les désavantages, etc. En fait, ça a été une erreur pour moi fondamentale. C'est presque l'erreur originelle de l'Europe qui fait qu'aujourd'hui, vous le rappeliez, les jeunes n'y croient plus. Les jeunes votent majoritairement pour des partis d'extrême droite. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils sont plus conservateurs ou moins ? Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que le récit européen, le projet européen ne leur parle plus. En Roumanie, ça fait déjà 20 ans. Presque 20 ans que les Roumains sont membres de l'Union européenne. Pour les jeunes qui ont 20 ans, 18 ans, 25 ans, ils se disent que finalement, est-ce qu'il y a eu un tel bouleversement ? Ils n'ont pas vraiment connu la Roumanie d'avant. Ils ne connaissent que celle-ci. Et ils connaissent aussi ce qu'on leur en dit. Est-ce qu'ils pourraient en avoir ? Vous parlez de la fascination pour les États-Unis, c'est réel. Mais ce n'est pas dans Donald Trump qui fascine. C'est finalement un peu ce rêve américain. Le fait de se dire tout est possible. Et en intégrant l'Union européenne, on intégrait un champ des possibles économiques, commerciaux, politiques, sociaux qui y était sans fin. Et ce rêve-là, il a été un peu battu en brèche. Alors, pour un tas de raisons, c'est que depuis 2007, on a quand même subi des crises majeures, crise sur crise, la crise économique de 2012, la crise migratoire de 2015, le Covid, la guerre en Ukraine, maintenant la guerre commerciale de Donald Trump. Donc, effectivement, cette promesse européenne, oui, elle s'est exécutée dans un certain nombre de domaines, mais pas à la hauteur et pas suffisamment pour un certain nombre d'Européens à l'Est et même chez nous. Chez nous, je disais en Roumanie, ça fait moins de 20 ans. Chez nous, ça en fait presque 80. Donc forcément, les jeunes Européens ont perdu le sens du projet. Et ça, je pense que c'est vraiment de la responsabilité de nos responsables politiques dans toute l'Europe de redonner un sens, de refixer un cap. L'explication, Catherine Durantin, du vote à l'extrême droite, il a, on l'a dit, des moteurs communs dans ces pays européens. Il a aussi, bien sûr, des particularités, des singularités. Mais comme on le disait tout à l'heure avec Maria Gert-Nicolescu à Bucarest, ce lundi matin pour la Roumanie ressemble à d'autres lundis matins qu'on a connus
connu en France, en Allemagne, peut-être un peu moins fort en Allemagne parce que l'histoire y est particulière, mais avec des pays qui se retrouvent extraordinairement polarisés, fracturés. La fracture est plus compliquée, ce que vous disiez tout à l'heure, que géographique ou seulement sociologique, mais la fracture est réelle. Et quand 27 pays se retrouvent les uns à côté des autres, si fracturés, comment est-ce qu'on avance ensemble ? Je crois que vous avez raison d'insister sur la fracture parce que le soulagement européen humaniste, c'est de dire, bon, on a l'extrême droite aberrante dont la personne de Simeone n'est pas passée. Mais je viendrai sur deux choses. On peut attaquer les élites politiques européennes en disant qu'après tout, on n'a pas vu, on n'a pas compris, qu'il fallait expliquer, qu'il fallait quand même continuer la lutte d'une certaine manière, l'apprentissage européen. Mais on peut critiquer aussi les élites locales qui se sont tranquillement endormies, notamment en Roumanie, dans les 2 derniers mandats du président Klaus Iohannis, qui était un personnage intéressant lorsqu'il a été élu la première fois. S'il n'était pas orthodoxe, il était luthérien, et ensuite il appartenait à la minorité allemande. On avait donc l'impression que la Roumanie ouvrait toutes les portes vers ce qui est de la circulation européenne. Et puis, bon, il y a eu une sorte de gestion monotone. Le pays s'est ennuyé. Il ne faut pas s'ennuyer. Victor Hugo le disait en 1848, la France s'ennuie un peu avant la Révolution, comme un cheval à l'écurie. Je crois que la Roumanie s'est ennuyée pendant le 2e mandat de Klaus Iohannis et qu'on se retrouve devant une soif de sens. Et quel est le sens aujourd'hui, si ce n'est la défensive ? Le sens européen est sur la défensive. Alors, on ne mobilise pas des populations jeunes uniquement sur la défensive. Ils veulent être dans une conquête de quelque chose ou une revendication de différence. Un point, par exemple, qui est très étonnant, enfin, pour moi, en tant que femme et femme âgée, c'est de voir que la jeunesse a largement voté pour l'extrême droite en Roumanie, les femmes aussi. Or, les candidats d'extrême droite sont contre l'avortement, pour l'interdiction de l'avortement. Là-dessus, Dani Kuchar a eu l'habitude de dire « je suis pour la liberté des femmes à disposer de leur corps, mais il y a des nuances en fonction de l'âge de la fille, etc. » Des nuances. Bon. Et il dit « ce n'est pas à l'État de trancher, mais à la société de se débrouiller. » Bon. Mais enfin, c'est un libéral. Donc vous avez raison quand vous évoquez cette Europe complètement fracturée. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt cette Europe qui semble somnoler face à un déchaînement trumpiste qui serait un énorme réveil. Et dans cette question du sens, Caroline, il y a quelque chose de passionnant. L'une des expressions favorites de Donald Trump, c'est le bon sens. Et dans le bon sens, à la sauce Donald Trump, on met absolument ce qu'on veut. On met les recettes les plus simples à des problèmes extraordinairement compliqués. Et le bon sens varie dans le sens du vent, quasiment. Oui, et au fil de ses tweets aussi, parce que quand même, voilà. Mais c'est le bon sens, ça veut dire c'est c'est ça le vrai populisme, c'est toujours en appeler au vrai peuple et au bon sens du vrai peuple. C'est-à-dire en fait, qui suit exactement finalement vos propres suggestions. En tant que leader populaire. Moi, ce qui me fascine, en fait, il faut comprendre le fonctionnement de l'Union européenne et que cette progression de l'extrême droite, elle est ressentie maintenant dans chacune des institutions. Au niveau du Parlement européen, soyons clairs, l'extrême droite représente déjà un gros tiers maintenant du Parlement, ce qui oblige d'ailleurs tous les autres partis à voter ensemble pour réussir à avoir des majorités. Donc il n'y a pas tellement d'alternatives. C'est une très très grande coalition entre finalement. Mais elle vote pas d'une seule voix encore, cette extrême droite européenne, Caroline, au Parlement. Elle vote pas d'une seule voix encore. Elle vote pas d'une seule voix, mais en tout cas, elle a un pouvoir de blocage qui est très fort. Dedans, il y a les Patriotes pour l'Europe, donc avec Marine Le Pen et les troupes de Viktor Orban, par exemple, qui font régulièrement aussi des sommets de l'extrême droite, etc. Donc, qui sont de plus en plus visibles. Ça leur donne une tribune très, très importante, le Parlement européen, des droits de parler aux chefs d'État qui se présentent devant eux, de les maltraiter, etc. Donc, c'est une tribune et de l'argent, évidemment. On a vu avec les assistants, le procès des assistants du Rassemblement national fictif, de l'argent qui coule à flot aussi de l'Union européenne. Deuxième chose, au Conseil européen, finalement, il y a, et jusqu'à présent, on a réussi à contenir cette extrême droite qui serait anti-Ukraine. C'est-à-dire qu'elle est
singularisé dans la personne de Viktor Orban, le Hongrois. Et il est tout seul, c'est 26 plus 1. Parce que même le Slovaque, Robert Fico, qui était pourtant allé à la grande fête donc Vladimir Poutine, eh bien, il vote quand même en faveur de l'Ukraine chaque fois parce qu'il a un problème de gaz et on a réussi à le cornériser. Donc, en fait, il y a toujours 26 plus 1. Viktor Orban, qui depuis l'élection de Donald Trump, qu'il a souhaité vivement et à haute voix, et c'est le seul d'ailleurs qui s'est prononcé en faveur à ce point de Donald Trump avant qu'il soit élu, eh bien Viktor Orban vote toujours contre maintenant l'Ukraine. Il vote contre, mais il est seul. Tant qu'il est seul, les Européens considèrent que leur soutien à l'Ukraine est jouable. On arrive à contourner, on le fait sortir de la pièce pour voter finalement les crédits supplémentaires. Mais si effectivement un deuxième leader, et c'est pour ça que la Pologne c'est très important le 1er juin, si un deuxième leader se met à suivre ce chemin, même si le Polonais, c'est le Premier ministre qui siège au Conseil européen, donc c'est Donald Tusk toujours, mais si un deuxième leader commence à hésiter aussi sur ce chemin, puis un troisième et un quatrième, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, même si l'extrême droite, vous le disiez bien, est de plus en plus au pouvoir, eh bien à ce moment-là, ça pose la question assez cruciale de qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine. Est-ce que l'Europe lâche l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine est perdue? Est-ce que l'Europe a à craindre sur son flanc est des visées expansionnistes de Vladimir Poutine? Joséphine Staron, pour conclure, j'entends le vocabulaire employé par Caroline de Camaret, contraindre, endiguer, corneriser cette extrême droite qui veut faire entendre sa voix. Effectivement, et pour reprendre cette image de la vague, pour l'instant elle recule, il y a des digues, il y a des choses qui l'empêchent de déverser, mais tant qu'il n'y aura pas eu l'introspection que vous appeliez de vos voeux, la digue à un moment, c'est mathématique, elle sautera? Les extrêmes droites, elles proposent un projet extrêmement simpliste, il faut dire. Le retour à des souverainetés nationales. Imaginer une forme de nostalgie du passé qui n'a jamais existé. Ah, mais elles veulent plus sortir de l'Union européenne. C'est la nouveauté quand même, oui, 2025. Plus aucune d'entre elles. Faire cohabiter. Elles veulent la détricoter de l'intérieur. Attention, elles veulent que l'Union européenne ne reste finalement qu'une forme d'instance administrative et que la primauté du droit européen soit questionnable, ce qui ne l'est pas actuellement. Et ça, c'est un projet, comme je le dis, simple, mais au moins c'est un projet qui a une certaine cohérence, disons-le. Quel est le projet en face ? Quelle est l'alternative ? Il est formidable ce projet, c'est un projet de paix, c'est un projet de liberté, c'est un projet de prospérité. Simplement, ça ne suffit plus à mobiliser. Donc ce projet, il doit être réinventé. Ça passe par une introspection, bien évidemment, des institutions, mais surtout des chefs d'État et de gouvernement, qui sont ceux qui font l'Europe, qui sont ceux qui donnent ces directions à la Commission européenne, qui ensuite exécute. Donc je pense qu'on manque véritablement d'un projet alternatif à proposer à ceux qui sont tentés par le vote d'extrême droite, et notamment la jeunesse européenne. Voilà, prochain rendez-vous très important, on l'a compris, 1er juin en Pologne. Merci infiniment à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Catherine Durandin, merci beaucoup, historienne spécialiste de la Roumanie. Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales chez Sinopia. Caroline de Camaret, merci encore, vous êtes ici chez vous. Une émission à revoir bien sûr en replay ou réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de Parlons.